Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de refaire l'actualité avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement des festivités du 20 janvier, de l'insécurité et des attaques autour de Bamako. Si le temps le permet, nous reviendrons sur la rencontre d'Alger. Pour parler de ces sujets et d'autres, Modibo Mao Makalou, économiste, Aminata Agali Yatara, journaliste, et Dr Mahamadou Konaté, juriste. Bienvenue, madame, messieurs. Alors, avant d'aller à ces sujets, les autorités burkinabées donnent un mois à l'armée française pour partir du pays. Aminata, quelle lecture peut-on faire de cette décision? Alexis, personnellement, je n'ai pas d'avis sur ça, mais si l'on se réfère à ce que disent ou pensent les gens du Mali, ils pensent que nous sommes en train de donner l'exemple aux pays voisins. Donc, si ça se limite à ça, je ne sais pas si ce serait un bon exemple ou un mauvais, mais en tout cas, c'est comme si on influençait les autres pays autour de nous. Modibo, un bon exemple. Bonsoir d'abord. Ce que je pourrais dire, c'est que y a un malaise diplomatique entre Ouagadougou et Paris. Et il semblerait, vous savez, que le gouvernement burkinabé ait déjà demandé le rappel de l'ambassadeur de France, ce qui n'a pas été encore fait. Mais en plus, vous savez, il y a le commandement des opérations spéciales qui a une base militaire près de Ouagadougou. Je pense qu'il y a eu un incident ces derniers temps, parce que d'ailleurs le ministre burkinabé de la communication a tenu à féliciter les autorités maliennes, parce qu'il y avait une 60aine de femmes qui avaient été kidnappées. Et apparemment les autorités maliennes ont beaucoup contribué dans une opération militaire pour faire libérer ces personnes. Et beaucoup d'informations qui étaient cachés aux autorités burkinabées se sont retrouvés ailleurs, à l'extérieur du Burkina, et je crois que ça a beaucoup frustré le gouvernement burkinabé, et je pense qu'il y a un lien entre cela et la demande de départ des troupes françaises du sol burkinabé. Alors, docteur Konaté, comment on peut lire cet événement, cette annonce, et est-ce qu'on peut un peu relier avec la situation malienne? Oui, en partie, oui. Bonsoir à tout le monde, à tous nos téléspectateurs. Vous avez la cohabitation entre forces armées, nations étrangères n'est jamais facile. C'est comme un peu la cohabitation entre co-épouses. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et très souvent ça marche pas. Et la moindre erreur. Faut pas décourager les gens. Écoutez, la moindre erreur est mal interprétée, parfois à raison. Donc ce que je veux dire, c'est que depuis le dernier coup d'État au Burkina, les relations se sont détériorées davantage entre ces forces étrangères françaises et burkinabées. Il faut aussi reconnaître que les résultats de ces forces spéciales sont quand même médiocres. Ce fut le cas aussi au Mali, après plus de 9 ans de présence. Les terroristes, c'est vrai, des éléments ont été éliminés. Oui, leur capacité logistique a été un peu affectée, mais leur mobilité était toujours intacte. Et on peut même observer aujourd'hui que, quelque part, ces groupes armés terroristes, avec leur nouvelle stratégie de déploiement, ont même gagné du terrain dans certaines parties de nos territoires, au Burkina et du Mali. Je sais aussi que récemment, la France avait envoyé un de ses ministres là-bas pour essayer d'anticiper tout ça. Mao l'a dit, je crois que quelques dizaines de femmes avaient été enlevées. Il n'y a pas de très longtemps. Cinquantaine. Voilà, Cinquantaine. Voilà, quelques dizaines, quoi. Voilà, donc, on avait été enlevés. Et moi, j'ai écouté le ministre burkinabé de la communication qui disait que des nouvelles sur cet enlèvement le sont parvenues à travers des médias occidentaux. C'est ça. Ça sous-entendait médias français.
et qu'eux-mêmes ils ne comprenaient pas comment ils disposaient de ces informations. Donc vous voyez, la confiance n'était plus là. Vous voyez, la méfiance était grandissante. Bon, objectivement, quelle que soit la véracité des accusations, quand vous vivez une telle atmosphère, je crois que le meilleur à faire, c'est vraiment prendre du recul. Vraiment, la séparation, c'est le moins mal. Voilà, pour qu'on sache exactement ce qui se passe sur le terrain. Et surtout celui qui a demandé l'aide, voilà, pour qu'il puisse mieux évaluer, voilà, sa propre force, ses propres besoins. Parce que le Burkina, comme un mérite, c'est que le Burkina, je pense, sa stratégie, elle est beaucoup plus basée sur sa capacité intérieure. Ouais, le Burkinabé même. Vous connaissez ce programme de volontaires, voilà, que nous avons appelé aussi de nos voeux au Mali. Parce qu'il faut vraiment mobiliser le peuple malien, il faut mobiliser le peuple burkinabé, ils sont en train de le faire, pour pouvoir gagner cette guerre. Mais Aminata, est-ce qu'on peut voir la main de la Russie derrière? Alexis, au départ, je te l'ai dit, j'ai vraiment pas d'avis ou d'appréhension sur ça, donc je préfère passer. Ok. Mao? Non, je pense qu'il ne faut pas... c'est interconnecté, mais ce n'est pas directement. Vous savez, c'est la frustration. Le Mali est passé par là parce qu'après 10 ans de lutte antiterroriste, c'est Maurras qui disait qu'une politique se juge par ses résultats. Et la situation sécuritaire s'est détériorée au Sahel. Et l'épicentre s'est déplacé du Mali vers le Burkina. Donc, comment, avec la présence de toutes ces forces, que des terroristes puissent se mouvoir sur le territoire et que ceux qui sont considérés être vos partenaires militaires ont des informations qu'ils ne partagent pas avec vous, évidemment, c'est un malaise. Et comme on l'a dit autour de cette table, ça demande qu'on revoie peut-être les rapports de partenariat ou de collaboration. Parce que vous savez, quand des troupes étrangères sont dans un pays, c'est à la demande de ce pays et c'est pour assister les autorités qui sont en place. Mais s'il n'y a aucune valeur ajoutée pour des troupes étrangères, évidemment, et c'est ce que le Mali a vécu le 20 janvier 1961, c'était quand même de demander le départ des troupes parce qu'elles ne servent plus à rien et le pays a besoin de s'affirmer sur l'ensemble de son territoire parce que c'est aux autorités nationales qu'incombe la responsabilité d'assurer la sécurité des biens et des personnes sur l'intégralité du territoire. Donc, l'assistance extérieure doit toujours être un appoint, mais dans le cadre de la souveraineté, en tout cas dans le cadre du partenariat défini par les autorités du pays d'accueil. Ok. Est-ce qu'on peut voir la main de la Chine, de la Russie? La Chine, quand même. Bon, la Chine, c'est l'autre nom de la Russie. Hein. Exactement. Dans un passé récent, oui. Voilà. En partie, je dirais oui. J'ai appris que les groupes privés militaires russes sont déjà présents. Pour ne pas... sont déjà présents au Burkina. Wagner, oui, d'après certaines informations. Et comme je l'ai dit, c'est comme une cohabitation entre coups-épouses, c'est compliqué. Voilà, ils viennent pour aider l'armée burkinabé, la France prétend la même chose, et la Russie et la France n'ont pas les mêmes objectifs, ni dans le Sahel, ni en Occident. Ouais, donc tout ça fait que il y a vraiment beaucoup de catalyseurs qui font que une petite brindille devient très rapidement une flamme, quoi. Et je ne les donne pas, je pense qu'ils ont quelque chose très probablement à voir avec ça. Et à leur place, je ferais pareil. En fait, vous venez pour aider quelqu'un. Si vous pensez que votre liberté de mouvement serait réduite par la présence d'une autre force qui ne partage pas vos objectifs, ben vous mettez la question sur la table. Voilà. Donc si vous voulez que moi je puisse complètement donner les résultats que vous attendez de moi, ben, j'ai besoin que cette personne ou ce groupe se retire. Je pense que ça peut être... Oui. Il faut se rappeler aussi des opérations conjointes. C'est pas la première fois qu'il y a des opérations conjointes entre les deux armées, celle du Mali et du Burkina. Parce que, vous savez, les terroristes, ils bougent d'une frontière à une autre, surtout dans la zone du Liptako, dans la région du Liptako-Gourma, que certains appellent la zone des trois frontières. Et
dans ce cas comme les Français sont absents du Mali depuis le mois d'août et que maintenant les Burkinabés, évidemment, sont en train de renforcer leur coopération avec la Russie, et si le Mali continue à coopérer avec le Burkina sur le plan militaire, il va sans dire que ça se fera sans les Français. Et peut-être un élément, l'épicentre, parce que moi je pense que l'épicentre, le Mali reste encore dedans, quoi. C'est élargi. Et il n'est pas exclu que ça s'élargisse encore vers le sud. Hein. La Côte d'Ivoire. Les zones côtières. D'accord. On va y revenir. Juste le 20 janvier 1961, 4 mois après la proclamation solennelle de l'indépendance de la République du Mali, le 22 septembre 1960 donc, les députés réunis en séance plénière à l'Assemblée nationale adoptent la loi numéro 61-26 qui crée le drapeau national malien. Depuis le 20 janvier est célébré comme la date de la fête de l'armée malienne. Peut-être avant de revenir au micro-trottoir réalisé par Moussa Bengali, je crois que, docteur, vous avez fait un poème dans ce sens. On peut l'écouter. Un pouican. Voilà. Ok. Oui, bon, poème, c'est un peu occidental, la française. Le pouican, ça se racine dans le pouy bamana, donc c'est la poésie ou le poème traditionnel de Bamana. Sauf que dans le pouican, on emprunte un peu à la poésie française. Ses rimes et ses refrains. Voilà. Mais tout ce qu'on a comme adage, proverbe, comme consonance, la cadence, l'emboîtement des strophes, ça reste purement Bamana. Donc c'est un peu l'entendre. Quoi vous avez la vidéo, non? Ah d'accord, on n'a pas la... Oui. Ah, mais ça c'est improvisé. Je vais peut-être juste un bout. Une ou deux strophes, mais bon, ça va me prendre des coups. Mais il fallait me prévenir. Ah, si. Yɛrɛma hɔrɔnya diɲɛ bi jɔ bi o fɔli tɛ nɛnsi bɔsi nga bugu kelen jɔli o bɛ fukari laboli caman ko hɔrɔnya k'a sɔrɔ u m'a faamu minnu y'a faamu olu t'a tu k'a nɛɛmu kalekan kura tɛ o anw danbe kɔrɔ don maaya kala don min y'o dɔn o ni daamu don yɛrɛma hɔrɔnya a fɔlɔ ka sɔn k'i ye hɔrɔn ye a dafalan k'a jira diɲɛ la k'i ye hɔrɔn ye a dɔn ko hakili de bɛ hɔrɔnya sɔn maa ti kɛ hɔrɔn ye ni t'i yɛrɛ dɔn o kama nanzaraw denw ne u ye anw hakili la sunɔgɔ anw fa modibo nalen ka anw hakili la kunu a y'o kalansi kura labɔ yɛrɛma hɔrɔnya maa ti yɛlɛ yiri la k'o jigili b'i kɔnɔ gan n'i sɔnna hɔrɔnya ma i sɔnna dakan ma on t'a tout dans. Mais bravo, vous ne l'avez pas oublié. Ok, ben on va écouter les gens rencontrés par Moussa Bengali avant de revenir sur le plateau. Je pense que nous avons une armée qui est républicaine, qui respecte les principes de la démocratie, qui est voyante, qui est en train de se battre dans sa mission régalienne, nuit jour, pour assurer la sécurité des Maliens sur toute l'étendue du territoire national. Une armée républicaine, c'est une armée apolitique, sans coloration ethnique, qui respecte les droits de l'homme, qui est capable vraiment d'assumer ses fonctions de défense et de sécurité des populations et de leurs biens. Donc quand même, dans un passé très récent, nous avons quand même assisté à la politisation de l'armée. L'armée a soutenu des candidats dans le passé. Bon, vu qu'on parle de Mali-Croix, donc nous espérons que l'armée, dans l'avenir, sera impartiale, apolitique, indépendante vis-à-vis de toute autre armée. Tout d'abord, une armée républicaine, c'est une armée qui est là pour le peuple, qui se donne corps et âme,
qui défendent la cause de sa patrie. À mon entendement, je peux dire que oui, nous avons une armée républicaine. Nos hommes sont là pour le peuple. Moi je dis, on ne finit jamais de construire une armée pour qu'elle devienne républicaine, à mon avis. Et je pense seulement que le Mali est sur la bonne voie. Et quand nous voyons, n'est-ce pas, les différentes opérations, n'est-ce pas, sur le terrain, on peut dire que l'armée est en train de se construire et de plus en plus nous partons vers une armée républicaine, ce qui n'était pas le cas dans le temps. Peut-on toujours dire que nous avons une armée en construction, plus de 60 ans après les indépendances? Oui, nous sommes, enfin, pour être plus précis, je pense que nous avons une armée en reconstruction. Okay. Parce que je pense que c'est une armée qui a été construite dans les années 60 par le père de l'indépendance. Vous savez, 4 jours après la proclamation de l'indépendance, le 22 septembre 1960, par le décret numéro 249, le président Modibo créait l'armée du Mali, a transformé l'état-major territorial en état-major de l'armée du Mali. Et à partir du 1er octobre, il avait déjà son chef d'état-major en la personne de Sékou Traoré. Merci. Et en ce moment, nous avions 2 bataillons, nous avions une structure de l'armée. Et avec l'arrivée de Abdoulaye Soumaré en décembre de la même année, la véritable construction a connu un nouvel élan. Donc, nous sommes en reconstruction. Parce qu'avec le régime Moussa Traoré, il y a eu des hauts et des bas. J'ai surtout envie de parler du début de la politisation de l'armée que certains ont dénoncé tout à l'heure. Il y a des officiers qui ont été malheureusement poussés à la retraite anticipée parce qu'ils étaient jugés comme pro-Modibo. D'autres qui ont subi certaines formes de discrimination à cause de ça. Et vous savez, les clans de Tiokoro, etc. Bon, bref, depuis Moussa, ça a commencé à se déstructurer un peu. Alors, le régime dit démocratique, entre guillemets, Alpha, sous Alpha, malheureusement, l'armée a été un peu reléguée au second plan pour d'autres priorités, selon lui, qui étaient d'ordre économique, infrastructurel, politique. L'école aussi a été malheureusement mise de côté, c'est parce que c'est de là que moi je date même la descente aux enfers de l'école malienne, sous Alpha, et c'est ironique que ce soit sous Alpha, professeur d'université. Et ATT, on a cru en sa qualité de général d'armée, qu'il allait reprendre cette armée en main, malheureusement. C'est là où la corruption a connu un nouveau rythme, surtout au niveau de la hiérarchie militaire. Tout ça pour vous dire, nous sommes en reconstruction. La transition est en train de faire des efforts. Sur le plan de l'équipement, je pense que tout le monde voit ça. Mais ces efforts doivent aller loin. Et je crois qu'ils doivent toucher le cœur même de l'armée. Ça, c'est la formation, c'est la discipline. Parce que ça ne sert pas à grand-chose d'acheter les meilleures armes du monde si c'est pour les confier à des mains non expertes. Voilà. Donc, il faut mettre l'accent davantage sur la formation de nos militaires, la préparation psychologique de nos militaires, la discipline au sein de l'armée. Donc ça veut dire plus de probité, promotion du mérite, donc mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Vous savez, les hommes, j'ai l'occasion de parler beaucoup, parce que j'ai quand même un peu d'expérience dans le milieu, quand les hommes ont confiance en leur leader, leur commandant, même avec des fusils de chasse, ils sont capables de faire des miracles. Oui. Donc le mérite, il est vital, voilà, en matière de conduite des hommes sur le terrain. Donc voilà pour l'instant ce que je peux dire par rapport à la reconstruction qui est en cours. Okay. Moi je l'encourage et j'espère qu'elle va continuer et nous donner une armée digne de ce nom, capable de se projeter dans toute la sous-région. D'accord. Modibo, est-ce que cette reconstruction doit porter juste sur l'équipement?
Non, certainement pas. C'est bien une armée en reconstruction, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée créée le 1er octobre 1960 est très différente de l'armée que nous avons aujourd'hui. Il faut comprendre le contexte de la création de l'armée, parce que nous venions de quitter la Fédération du Mali, qui regroupait l'ex-République du Soudan et la République du Sénégal. Et comme vous le savez, c'est dans la nuit du 19 au 20 août que cette fédération a éclaté. Et nous avions une armée fédérale. Et donc, vous savez aussi que c'est le 4 avril 1960 qu'avaient été signés les accords pour les transferts des compétences de la communauté française à la Fédération du Mali. Mais la République du Mali, la République fédérale du Mali, n'est devenue indépendante que le 20 juin 1960. Et malheureusement, cette armée, en fait, c'est la nomination de celui qui allait commander cette armée, le chef d'état-major général, qui a conduit à l'éclatement de la fédération. Parce que les Soudanais et les Sénégalais n'ont pas pu se mettre d'accord. Donc, quand la fédération a éclaté, évidemment, ce qui s'est ensuivi, c'est que l'ex-puissance coloniale a reconnu la République du Sénégal, disloquant de ce fait la Fédération du Mali. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y avait eu des accords signés à Paris entre la Fédération du Mali et la France le 22 juin 1960 et qui portaient sur 9 secteurs particuliers, y compris la défense. Donc c'est le président Modibo, dans son allocution du 20 janvier 1961 à Koulouba, parce que c'est les chefs de mission diplomatique qui l'a convié, pour leur expliquer que l'ambassade de France avait été déjà notifiée et que c'était pour qu'ils puissent informer aussi leurs gouvernements respectifs. Donc ces accords étaient devenus caducs. Donc la conséquence de cela, c'était de demander la fermeture effective, bien vrai qu'on avait déjà demandé en septembre, après l'indépendance, de rapatrier tout le personnel militaire français sur Bamako, sur Kati précisément, de fermer les bases de Kati, de Gao et de Tessalit. Donc, et suite à cela, évidemment, il fallait mettre en place cette armée nationale, mais le problème, c'était le problème de personnel. Alexis, le 22 septembre 1960, il n'y avait que 15 cadres supérieurs au Mali et il y avait très peu d'officiers supérieurs. Donc, il fallait construire de but en blanc une armée nationale, construire un jeune État. Donc ce pays est né dans la douleur. Mais aussi, ce que vous avez dit, les armements, nous sommes tournés vers plusieurs autres pays, y compris le bloc de l'Est à l'époque, mais le Mali a toujours été non aligné, même sous la Première République. Dans les accords de coopération, nous avons... la Russie était... l'Union des républiques socialistes soviétiques était notre premier partenaire, avec 23% des apports, parce que 40% du plan de développement économique et social qu'on appelle le PDES, c'est-à-dire le premier plan quinquennal sur la période 1961-1965, 40% provenaient des apports extérieurs et l'Union des républiques socialistes soviétiques était notre premier partenaire. Mais notre deuxième, avec 23% des apports, mais la France était notre deuxième partenaire avec 17% des apports. Donc c'est pour vous dire que le Mali a toujours défini son cadre de coopération. Et ceux qui veulent s'insérer là-dedans peuvent venir. Maintenant, pour revenir à la reconstruction de l'armée, vous savez, je ne peux pas dissocier l'armée de l'État. Je le dis, je le répète, ça fait 10 ans que nous sommes en crise perpétuelle et je pense que nous avons un État failli quelque part parce que c'est des crises à répétition. Et je pense que c'est le devoir de cette transition de se pencher sur ce problème et de résoudre la complexité à laquelle notre jeune démocratie fait face, parce qu'apparemment nous avons des problèmes structurels au niveau de la politique et des institutions de notre pays. L'armée fait partie de cela. Donc la reconstruction de l'armée. Et je pense que le discours du 19 janvier du chef de l'État, du président de la transition, était un discours à propos. Je pense que c'était un discours bien structuré. J'ai beaucoup aimé le fait d'abord qu'il se soit tourné pour saluer la vision de ceux qui nous ont conduits à l'indépendance et leur combat pour bâtir ce pays de rien et de mettre en place cette armée
il a fait cela, donc ça veut dire qu'il s'est retourné pour voir le chemin parcouru, pour se projeter dans l'avenir. Mais maintenant, il a parlé aussi de l'équipement. Et vous savez, en 2022 seulement, 3 livraisons importantes ont été effectuées au niveau de l'armée que tout le monde a pu constater. Et nous n'avions pas de flotte aérienne depuis un bout de temps, depuis une dizaine d'années. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais aussi, non seulement le matériel roulant, mais l'armement aussi, mais aussi les munitions. En plus de tout cela, c'est aussi la formation. Il s'est appesanti sur les ressources humaines, parce que vous savez, le président Mao a dit, Mao Tse-tung évidemment de Chine, il a une célèbre citation où il disait que l'armement n'est pas le facteur décisif. Le facteur décisif, ce sont les hommes, les personnes, pas les choses. Donc, le moral de la troupe, c'est très important. La formation de la troupe, plus l'équipement, je pense que ça va faire que nous allons avoir peut-être certainement une armée professionnelle, puisque ce sont les militaires qui sont au pouvoir, et nous pouvons vraiment saluer en tout cas les efforts qui sont faits dans ce sens, mais on ne peut pas dissocier l'armée de l'État, donc je crois qu'il va falloir faire le même effort par rapport à la refondation de l'État. Alors, oui. Moi, je voudrais réagir à quelque chose. Bon, c'est un élément qui a glissé dans son commentaire. Je ne pense pas que l'éclatement de la Fédération du Mali soit lié à la nomination du général Soumaré. C'était comme un épiphénomène par rapport à... Non, je n'ai pas dit ça. Ah, voilà. Donc, je n'ai pas du tout dit ça. Voilà. Donc, c'est qui a le plus crié discorde, opposition, c'est vraiment par rapport à qui va assumer la présidence de la Fédération. C'est que les Dja avaient comme Senghor comme candidat, et le président Modibo Lessonné avait Lamine Gueye, non, avait un autre Sénégalais comme candidat. Bon, ils avaient des accords tacites entre eux qui voudraient que le chef de gouvernement soit un Malien, mais que le Soudanais, le président de la Fédération soit un Sénégalais. Oui, et bon, je vais parler dans ces détails-là. Là, c'est un élément que je voulais dire. Le chef d'état-major, Sékou Traoré, qui était là avant Abdoulaye Soumaré, on n'en parle pas assez. Il a été le premier. Il a été le premier chef d'état-major, chef d'état-major de l'armée du Mali. Avant l'arrivée de ce général Soumaré. Avant ça, Abdoulaye Soumaré était un conseiller militaire du gouvernement du Mali. Et c'est vrai que le contour même de la nomination du général Soumaré aussi peut-être à discussion. Est-ce que c'était le poste qu'il lui fallait à ce moment T, si on se penche un peu sur ses antécédents? Parce qu'avant l'éclatement de la fédération, il faut quand même se rappeler que le président Modibo lui avait demandé d'aller réquisitionner la gendarmerie de Dakar, du Sénégal. Alors il est parti tout seul. Donc, quelqu'un, à l'époque, était colonel. Chef d'état-major de l'armée de la fédération du Mali. Donc quand on part comme ça, connaissant les risques, tout le monde savait que les Sénégalais avaient déjà montré leur ambition de faire sécession, en tout cas de quitter la fédération. Donc il est parti seul. Moi je pense que c'est quelque part quelque chose qui aurait dû nous donner à réfléchir. Donc c'est pas un succès ça. C'est lui d'abord qui a été arrêté. C'est Abdoulaye Soumaré d'abord qui a été arrêté. Et ensuite, on est parti cueillir les autres. Le Modibo consort. Donc, prendre quelqu'un comme ça et le mettre à la tête de ton armée, oui, ça pose des questions. Pourquoi je dis ça? C'est pour que, on s'inscrit des bienfaits, mais aussi, il y a des actes qui sont quand même discutables. Il faut aussi analyser pour ne pas tomber dans les mêmes, dans les mêmes travers. Et c'est pourquoi, Konaté, tu dois me laisser parler avant de continuer. Quand même, Alexis, si tu permets, c'est vrai qu'ils ont parlé tous les deux d'une armée en reconstruction entre guillemets, et cette reconstruction moi je me pose la question, elle se base sur quoi au juste? Parce que si avant il y a des choses qui marchaient, aujourd'hui il y a beaucoup de choses que tout le monde sait, mais que personne ne veut en parler, ou que personne ne peut en tout cas les dire, soit à la télé, soit à la radio, pour des questions de sécurité pour sa propre personne. Et là, ça m'amène une fois de plus à poser la question sur la table ici. C'est vrai, on a fêté le 20 janvier les 62 ans de l'armée malienne.
bonne fête à notre armée, mais aujourd'hui, personne n'est sans savoir que pour être recruté dans cette même armée, il y a beaucoup de choses, beaucoup de magouilles autour. Et souvent, tu vas voir, les principes sont bien clairs. Une femme avec un enfant ne passe pas. On voit des mères de famille de 5 enfants qui sont recrutés, des jeunes qui veulent adhérer, mais qui n'ont pas les moyens et sans ressources, ils ne peuvent pas accéder. Et ils ont l'amour du métier, mais ceux-là qui ont la chance d'adhérer sont des gens qui ont peut-être des parents ou de l'argent qui sont les facteurs qui sont priorisés par rapport à ceux-là qui veulent vraiment intégrer l'armée. Et ça, c'est des points vraiment que l'armée doit revoir. C'est vrai qu'on va dire peut-être qu'ils font de leur mieux. On ne sait pas comment ça se passe réellement à l'intérieur, mais il faut vraiment que ces aspects-là soient revus. Et même là, les enfants sont là. Aujourd'hui, les gens se demandent même, est-ce que c'est par mérite que nos officiers sont gradés? Quelqu'un, il adhère à l'armée 10 ans, il est colonel, il est lieutenant-colonel, il est limite général même, parce que et ils trouvent des gens, c'est pas parce qu'ils ne le méritent pas qu'ils n'ont pas ces mêmes grades là dont ils bénéficient. Donc c'est vraiment des points que moi je veux remettre sur la table. Je sais pas si je suis tellement d'accord avec elle. C'est pour cela que je dis que je ne dissocie pas l'armée de l'État. Tout à fait. Et la crise que nous vivons, les symptômes que nous constatons, les raisons, c'est la malgouvernance. La malgouvernance, comment nous gérons mal notre État et comment nous administrons mal notre État. Donc ce qui est valable dans la fonction publique est valable dans l'armée. Et c'est pour cela qu'il est important de reprendre, de restaurer le crédit de l'État, cet État impartial, et de restaurer la gouvernance et à travers des réformes politico-institutionnelles. Dernière question sur le sujet. Est-ce que nous avons une armée républicaine? Sinon, comment aller à une armée républicaine? Une armée qui a fait combien de coups d'État, qui est restée au pouvoir plus que les civils? Avant de répondre à cette question, permettez que je m'introduise sur un cliché qui est courant dans l'opinion, c'est de croire que le 20 janvier, la France est retirée du Mali. La décision a été notifiée le 20 janvier. Le dernier contingent qui va quitter le Mali, ça sera fait en septembre 1961. Le 5 septembre. Voilà, donc presque 9 mois après. Et puis le choix du 20 janvier, c'est juste pour la symbolique. Sinon, c'est pas vraiment la naissance de l'armée comme certains aussi continuent à le croire. Donc la naissance par l'acte juridique commence le 26 septembre 1960. Maintenant, par la structuration de l'armée, la nomination de son premier chef d'état-major, ça c'est le 1er octobre. Et deuxième chose, le problème qui vient de soulever, c'est un problème dont l'armée est consciente. Moi, j'ai travaillé en 2016 avec l'IMRAP, c'est l'Institut malien de recherche, Action pour la paix, sur un projet qui visait le renforcement de la confiance entre les forces de défense et sécurité et les populations. Donc il y a beaucoup d'interviews des officiers militaires dans ce cadre-là, beaucoup de discussions. J'étais l'un des responsables d'un des comités de pilotage, et il y a des officiers supérieurs maliens qui ont reconnu c'est un fait, mais dont la responsabilité est partagée. En fait, ça revient un peu à la question de l'État dans son ensemble. Il y a la hiérarchie militaire qui est responsable, en partie, mais aussi les politiques qui sont responsables. En fait, il y a des politiques des deux côtés, parmi les civils et parmi les militaires, malheureusement, qui ont aggravé cette situation. Donc, la solution, elle est connue aussi. C'est qu'il faut moraliser le recrutement. Donc il faut des commissions qui soient créées sur la base des critères d'intégrité et d'impartialité. Aussi, il faut amener des recrutements dans les villages, quoi, dans les communes, quoi. Voilà. Il faut peut-être aller à donner des quotas par commune, d'accord, et par village, qu'on recrute les gens de manière équitable sur l'ensemble du territoire national. Et puis, je pense ils le savent aussi, qu'ils doivent travailler beaucoup plus sur l'éthique, au sein même de la hiérarchie militaire, l'autorégulation. Et vous vous rappelez d'une des vidéos d'un officier malien, il y a de cela quelques années, qui disait combien il était au désarroi de constater qu'ils ne peuvent même plus entraîner les soldats comme ils le souhaitent. Parce qu'il y a souvent des coups de fil qui viennent d'en haut. Pas seulement que des politiques parmi les civils, mais aussi parmi les militaires. Donc je pense que le problème il est connu. La solution, elle est connue.
Tout ce qui manque, c'est la volonté politique. Moi, ce qu'il faut, les autorités actuelles ont un avantage, c'est que elles sont censées être apolitiques, donc à équidistance entre les différentes forces de la nation, c'est de prendre cette décision d'aller à cette réforme. Et je suis d'accord que c'est de là que la vraie montée en puissance va venir. Là, on est en train de monter en capacité, mais c'est là où on va vraiment monter en puissance. D'accord. Et maintenant, votre question, armée républicaine, oui, je pense qu'elle n'a jamais cessé d'être une armée républicaine, dans le sens où c'est une armée qui... juridiquement, est-ce qu'on a une armée républicaine? Alors, voilà, précisez mieux votre question. Alors, juridiquement, c'est compliqué de répondre à ça. C'est compliqué, oui, de temps en temps, oui, elle est de temps en temps, elle ne l'est pas. Bon, bref, juridiquement, c'est compliqué. D'accord, c'est compliqué, parce que le droit veut que l'armée reste aux ordres, bien sûr, des autorités politiques. Mais je pense que votre question m'amène surtout au soir du 18 août. Je me rappelle aussi que le président a quand même démissionné, a présenté une démission à la télé, en tout cas en bonne et due forme, je dirais. Et maintenant, l'armée a mis en place un CNSP, donc il y a un organe pour traiter les questions d'urgence. Maintenant, après, la gestion ne s'est pas bien passée. Là, vraiment, on est rentré dans une sorte de confiscation de pouvoir. Et je pense que beaucoup d'entre eux en sont conscients. L'intention maintenant, c'est comment en sortir vite et bien. Comment en sortir vite et bien. Donc, pour aller de l'avant, une armée républicaine, mais qui a des fois des difficultés, bien sûr, avec le système républicain, juridique. Parce que parfois le peuple même ne se reconnaît pas dans ce système. C'est ça aussi la réalité qu'il faut dire. En 91, c'était le cas. Le peuple s'est révolté contre l'ordre établi. Et en 2020, c'était aussi le cas. Et donc quand le peuple se révolte contre l'ordre établi, donc on entre dans une situation de crise aiguë, même de crise du droit. Mais je ne vais pas vous amener dans les détails. On a aussi le droit de la crise. Donc c'est complexe. Mais je souhaite, et je pense que certains aussi au niveau de la hiérarchie en sont conscients, que la transition actuelle fasse attention aux décisions qu'elle-même édicte, les engagements qu'elle-même prend, et que nous veillons au respect des principes fondamentaux de droit public, constitutionnel, au respect des droits humains fondamentaux des populations, et que des actions courageuses soient prises pour qu'on sorte rapidement de ce état d'exception. Ok, tu veux dire un mot? Oui, le premier président de la Tunisie, le père de l'indépendance tunisienne, Habib Bourguiba, disait que chaque fois que l'État va perdre sa vitalité, l'armée voudra jouer un rôle. Parce que c'est l'entité la plus structurée au sein d'un État, surtout quand il est failli. Mais ce que je veux dire, c'est que les points de blocage au niveau politique, généralement, l'armée fait irruption sur la scène. Et généralement, elle promet toujours de rétablir l'ordre et puis de retourner dans les casernes. Donc, il va falloir que la question par rapport à une armée républicaine, c'est que nous nous posions la question sur nos processus démocratiques et les voies de recours. Parce que, vous savez, tant que les gens ne vont pas se retrouver, tant que les populations ne vont pas se retrouver dans les institutions politiques, tant que ce sera un jeu de ping-pong, un jeu d'alliance, tant qu'il y aura la mauvaise gouvernance, évidemment, nous allons avoir des ruptures de ce genre au niveau du pouvoir politique. Et il va falloir résoudre les problèmes dans leur cause. Et ça demande un diagnostic sans complaisance et y apporter des solutions aussi. Mais il faut surtout que le processus politique et démocratique soit inclusif, participatif aussi. D'accord. Alors, l'épicentre de la crise se déplace-t-elle sur Bamako? Les attaques à la périphérie se multiplient et se diversifient. On écoute Moussa Bengali et ses invités, on revient. Il est fort regrettable que les paisibles citoyens du pays soient dérangés, ne toujours par la volonté de certains groupes de population qui sèment la panique à travers des actes terroristes. Alors, pour assurer cette sécurité, il va falloir que l'armée
à qui revient, n'est-ce pas, cette noble mission d'assurer la sécurité des populations, soient mobilisés sur toute l'étendue du territoire. Et à chaque fois que l'armée intervienne pour détruire une poche de résistance par rapport à ces attaques-là, il faut que les positions de l'armée soient sur place pour assurer la pérennité de cette sécurité-là. Aussi, la conjugaison des efforts, tant sur le plan militaire que sur le plan de la société civile. La société civile, à travers les populations, doivent donner l'information en temps réel aux forces armées pour que celles-ci interviennent en temps réel. Nous vivons dans un pays très pauvre où vraiment on peut manipuler les populations n'importe comment. Donc je pense qu'on doit beaucoup œuvrer pour des conditions de vie meilleures à tout le monde. Sur le côté du fonctionnement même de l'armée, on doit revoir les choses telles que les recrutements, les formations. Ensuite, on doit instaurer une doctrine au sein de notre armée. Il faut que les militaires sachent bien leur travail, qu'ils aient une vision commune de la défense de l'intégrité du territoire des citoyens. Aussi, on doit revoir le côté du commandement. Il faut que le commandement passe. Et aussi la discipline et les renseignements. Tout un chacun, nous devons essayer de faire une baseline. Qu'est-ce qui nous a amenés? Le Mali n'était pas comme ça. Nous devons tous nous sentir concernés. Concernés de quoi? Concernés maintenant de défendre. Les Maliens sont arrivés à un niveau, il faut surtout se pardonner. Si on nous demande de faire ça, vraiment il faut le faire. Arrêter l'incivisme. Les consignes que nos autorités nous donnent là, vraiment il faut que le Malien essaie au maximum de les garder. Moi je dis on peut circonscrire à cette crise pourvu que la population joue le jeu, qu'elle donne l'information en temps normal aux troupes qui sont sur le terrain. Et ensuite, il faut aussi que le vecteur aérien soit de plus en plus renforcé. Il va falloir justement diviser l'espace aérien du Mali en zone militaire aérienne, l'Est, n'est-ce pas, le Nord, le Centre, et puis pour que, en cas d'attaque, tout de suite que l'armée soit mise en alerte sur le plan aérien. Moi, je pense que si on va comme ça, ça va contribuer largement à réduire, n'est-ce pas, les velléités, n'est-ce pas, des troupes djihadistes sur le sol malien. Alors, Aminata, comment on peut expliquer le fait que l'insécurité se déplace de plus en plus sur Bamako? Alexis, c'est vraiment une très bonne question que chaque Malien doit se poser, ou sinon que chaque Malien se pose déjà. C'est à peine si on peut aller au-delà de 18h à Ségou, qui est à 2 heures de Bamako. On nous parlait de sécurité. Oui, nous qui sommes à Bamako, on pense que nous sommes en sécurité, mais à savoir nos parents qui sont au nord, c'est qu'ils vivaient. Chaque jour, on entendait des attaques par-ci, des attaques par-là. Mais si ça commence à venir au centre et même aux alentours de Bamako, c'est vraiment c'est à dire que la situation est très grave même. Maintenant, on s'est dit oui, on a les militaires au pouvoir, ils doivent mettre tout, ou ils peuvent du moins tout mettre en place pour assurer notre sécurité. Mais au juste, qu'est-ce qui est fait sur le terrain? On nous parle de montée en puissance de l'armée malienne. On nous parle des équipements qui sont achetés, qui arrivent, mais on ne le sent pas réellement sur le terrain. On ne le sent pas du tout. Et c'est vraiment une interpellation à l'endroit de nos militaires, qu'ils nous disent c'est quoi le problème réellement, parce que du moment où ils parviennent à nous communiquer l'achat des équipements, on a droit quand même à savoir s'il y a un autre problème au-delà du problème d'équipement ou de manque d'équipement. Parce que si à Bamako même, il n'y a pas longtemps pour l'attaque des Kati, on en a parlé à la reprise,
si à Bamako même où le QG même de l'armée est attaqué, donc c'est pas les quartiers périphériques qui vont faire défaut. Alors, Modibo, est-ce que le vecteur aérien est déterminant comme on l'a entendu, ou est-ce qu'on a un problème de doctrine au sein de l'armée? Ça dépend. On parle de sécurité ou on parle de lutte contre les groupes armés terroristes? Parce que c'est deux choses différentes. Parce que l'insécurité qu'on vit à Bamako, c'est autre chose. Cela dépend de la situation socio-économique des personnes. Et vous savez, on vit une crise multidimensionnelle depuis une dizaine d'années. Et vous savez combien de Maliens sont déplacés? Il y a plusieurs millions de Maliens qui sont déplacés et qui sont dans les alentours de Bamako. Et Bamako est l'une des villes qui croît le plus en Afrique. Les infrastructures n'ont pas suivi. Et les gens sont en train de se paupériser. Alexis, 47% des Maliens vivent avec moins de 500 francs par jour. La pauvreté est extrême. Tous les Maliens ne mangent pas 2 repas par jour. Donc, si vous ajoutez à cela le lot de déplacés, la malnutrition, la prolifération des armes de tout calibre, on parle d'insécurité, mais c'est surtout sur les axes. Est-ce qu'on peut, moi je ne dissocie pas ça du grand banditisme, hein, parce que ce sont des gens organisés qui savent manier les armes. Exactement. Et quand vous voyez qui ils attaquent, c'est les postes retranchés, les eaux et forêts, les gendarmeries et autres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir un libre accès au territoire pour faire la rapine, le grand banditisme et autres. Donc je pense que c'est un problème différent de la lutte contre le terrorisme. Mais par rapport à l'armée, je pense que le vecteur aérien est très très important. D'abord pour le transport des troupes, parce que nous avons un territoire vaste, nous avons plus de 8000 km de frontières et nous avons aussi 7 voisins. Et vous savez, les 2/3 du pays sont semi-désertiques, donc évidemment, ça va permettre aussi de se projeter d'une partie à une autre. Et malheureusement, avant, on dépendait sur d'autres partenaires pour faire tout cela. Donc, l'armée gagne en autonomie, c'est très important, mais ce n'est pas le seul facteur. Évidemment, pour moi, je pense qu'il faut aussi améliorer la quantité de matériel roulant sur le sol et des petites unités mobiles. Parce que, comme le disait un grand général, être inerte, c'est être battu. Parce qu'il faut adopter à peu près la même stratégie de riposte que l'adversaire. Et ces groupes armés terroristes ne se déplacent pas en avion, ils se déplacent en moto et en petits groupes. Donc il va falloir que peut-être que nous trouvions une riposte par rapport à cette situation sécuritaire et militaire aussi. D'accord. Docteur? Oui, moi j'ai du mal à dissocier aujourd'hui la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le grand banditisme. Et surtout au centre et au nord du Mali. Parfois c'est des réseaux qui s'entremêlent et qui se mutuellement. Et puis je vais du principe que si les grands bandits se servent du mode opératoire des terroristes, ils deviennent terroristes. Ouais. Voilà, ils deviennent terroristes. Et le vecteur aérien, il est très important pour un pays qui est aussi vaste que le Mali. 1 30 000 km². C'est vaste. Plus cette frontière, et c'est vaste. Donc il faut, je pense que Moussa Traoré l'avait compris, investir beaucoup dans notre capacité aérienne pour pouvoir réagir vite à certaines tentatives de groupes terroristes d'encercler des camps ou d'attaquer des villes. Mais ce n'est pas suffisant, évidemment. On a déjà parlé de la formation, la discipline, etc., mais aussi la tactique sur le terrain. Il faut travailler sur ça. Je ne vais pas le répéter, mais je pense que il faut tenir compte de la meilleure tactique possible pour d'abord rassurer même les populations locales. Les populations locales. Il y en a qui se font voler leur bétail. La nouvelle arrive à nos forces de défense et sécurité l'heure qui suit, et malheureusement, rien n'est fait. Donc il faut vraiment trouver le meilleur moyen de parer à ça. Il faut un autre mot sur Bamako. Bamako même, ça va pas. Ça va pas du tout. Les braquages. Mais, mon Dieu, qui aujourd'hui même peut sortir, si je n'ai pas dans ton véhicule, à moto, à une certaine heure à Bamako? Ce n'est plus possible. Les gens, donc ça va pas. La sécurité ne s'est pas améliorée. De manière importante, ça c'est, je pense, il faut être objectif, il faut le dire. Malgré tout ce qu'on voit, il faut que les autorités en soient conscients. C'est pas les aider que de leur mentir sur ça. Moi j'ai été à Tombouctou récemment, à Gao,
Ça ne va pas. Vous vous rappelez certainement du communiqué de la CEMA, le groupe armé, ils ont annoncé il n'y a pas longtemps la réunion qu'ils ont tenue et après une grande opération en vue. Là, je me demande, est-ce que c'est avec l'armée malienne qu'ils vont faire cette opération? Est-ce que c'est en coopération avec le Mali ou bien c'est de manière souveraine entre guillemets qu'ils vont décider de faire ça dans le nord de notre pays? Ils n'ont pas le droit. Voilà, donc Oui, je voulais réagir. Il parlait de Bamako, que Bamako n'est pas sécurisé. C'est vraiment une évidence pour tout le monde. Regarde simplement, Alexis, dans nos hôtels, dans les banques, tu vas devant du moins, tu vas trouver les porteurs qui sont là, ils sont en train de faire du thé. Ils pensent même pas ils peuvent être attaqués là où ils sont. C'est pourquoi ils sont là, calmes, en train de prendre du thé, comme si de rien n'était. Et c'est dans ces mêmes banques-là que les gens sont attaqués. Finalement, si vous oubliez c'est pourquoi vous êtes là, autant ne pas être là, que les gens sachent que c'est à eux-mêmes de veiller à leur sécurité, que de penser qu'il y a des gens qui vont veiller sur nous pendant qu'ils oublient carrément c'est pourquoi ils sont là. Alors en 3 minutes, enfin pas pour vous, il nous reste 3 minutes, c'est en 1 minute, est-ce qu'on peut dissocier insécurité et terrorisme? Et ensuite, est-ce qu'on voit que l'armée intègre vraiment le contexte dans son comportement tous les jours, comme disait. J'ai déjà répondu à la question, je ne peux pas aujourd'hui dissocier les deux. Et je voulais appuyer ce que madame a dit, mais en rappelant que ça va beaucoup plus loin que ça. Ça touche à la question de la conscience collective même de la guerre qui se passe dans notre pays. Ouvrez vos télés, les chaînes de télévision. Sur quelle chaîne de télévision malienne aujourd'hui on peut sentir que le Mali est en guerre? Aucune. Alors que la communication, la psychologie, mais c'est fondamental en matière de guerre. Ouais. C'est ça que j'ai dit. Il y a un politique qui l'a dit, il a très bien dit. La guerre est trop sérieuse pour qu'on les laisse aux militaires. Non, pas du tout. D'ailleurs, ceux qui sont en train d'attaquer les militaires, ce ne sont pas des militaires à la base, ce sont des civils à la base. Ces terroristes-là, c'est les civils à la base. Donc, c'est ensemble qu'on va gagner cette guerre-là. Donc, il faut créer cette prise de conscience collective. Et ça ne peut pas aller sans que l'État, en tant qu'appareil administratif, se s'implique. Il faut que les programmes publics puissent le refléter. Il faut que dans la communication publique, ça se reflète. Même les privés avec lesquels aujourd'hui il y a des bons rapports, des bons accords de collaboration. Donc il faut, quand on va avoir une atmosphère comme ça, vous allez voir que les gens vont cesser de prendre du thé à la porte de banque. Oui, la militarisation de la police est une initiative dans la bonne direction, mais à mon avis, je pense que le problème est plus loin. Je remonte encore au problème politico-institutionnel. Je l'ai toujours prôné, à l'époque je l'ai écrit, c'est de dire que je ne vois pas ceux qui administrent le territoire. Si on dissocie la force publique de ceux qui administrent le territoire, il nous faut un grand ministère de l'Intérieur qui intègre l'intérieur et la sécurité. Parce que, vous voyez maintenant, nous avons l'administration territoriale, les administrateurs civils sont partout, mais la sécurité est gérée ailleurs. Donc, d'ailleurs, quand le 20 janvier 1961, le président a adressé son discours, il était accompagné de M. Mamadou Madera Keïta, qui était le ministre de l'Intérieur, de la Défense et de la Sécurité. Et évidemment, ça a été reproduit sous Moussa Traoré avec le colonel Kissima Doukara. Et je pense que le Mali ne s'est jamais aussi bien porté que lorsque nous avions ce ministère renforcé, parce que ça permet de coordonner les stratégies et de mieux faire le travail sur le terrain. D'accord. Mesdames et messieurs, nous avons été heureux et honorés de passer ces moments en votre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour refaire l'actualité ensemble. Merci à mes invités et à la semaine prochaine.